À la une de ce journal, dans le secteur de la finance, ouverture à Abidjan du 5e salon de l'épargne par le ministre de l'économie et des finances. Objectif, vulgariser l'éducation financière. Infrastructure routière, le Premier ministre Patrick Achi lance les travaux de l'échangeur du Carrefour à Kouaba dans la commune de Port-Boué. Journée de la mobilité urbaine, la MUGA, autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, organise 3 jours de réflexion pour professionnaliser le transport artisanal. Et puis les parties prenantes de la zone économique spéciale Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso se concertent sur l'opérationnalisation des précisions dans ce journal. C'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Débutons cette édition en nous rendant en Égypte. Depuis ce 6 novembre se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques dite COP27. Cette 27e conférence des parties sur le changement climatique est une plateforme idéale de réflexion mais aussi de décision pour sauver la planète. La Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre avec une forte délégation, une délégation qui a porté la voix du pays à cette tribune internationale. De 28% en 2015, la Côte d'Ivoire passe de 30,41% de son ambition de réduire son émission de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour atteindre la neutralité carbone entre 2030 et 2050, la Côte d'Ivoire a besoin de financement sur de long terme. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes ici aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, effectivement, s'assurer que les engagements pris par les pays du Nord notamment, et c'est un pays d'Asie qui pollue beaucoup plus que nous, mais subissent de façon moins violente les effets des changements climatiques, puissent honorer les engagements faits vis-à-vis de nos pays. Depuis la création du FEM jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs projets dans le domaine de l'environnement à hauteur de 215 milliards de francs CFA. Des fonds qui permettront à la Côte d'Ivoire de mieux lutter contre le changement climatique dans plusieurs domaines. Les changements climatiques ont un effet indéniablement néfaste sur l'approvisionnement en eau potable. Cela entraîne l'assèchement des eaux de surface. Pour obtenir ces fonds, la mobilisation est nationale entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Les institutions sont mobilisées. C'est le cas du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. C'est le président Alassane Ouattara qui a été d'ailleurs à l'origine de l'initiative d'Abidjan. Le moment est maintenant venu de passer à la mise en œuvre des différentes initiatives prises tant au plan mondial qu'au plan national. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les autres conseils économiques sociaux d'Afrique et du monde entendent rester unis et organiser des plaidoyers pour que la lutte contre le changement climatique soit une réalité. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la finance. Le ministre de l'économie et des finances a procédé à l'ouverture ce jeudi 10 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan du 5e salon de l'épargne. Un salon initié par Ecobank dont l'objectif est de vulgariser l'éducation financière. Philippe Zabou. La crise de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, avec son corollaire de flambée des prix sur le plan international, remettent au goût du jour l'importance de l'épargne. En effet, seules les entreprises ayant un minimum d'épargne peuvent survivre en période de crise. Aussi, c'est unanimement que le thème choisi, planifier et investir dans un environnement économique incertain, a été trouvé idoine pour tous les participants au Salon de l'épargne à Abidjan. Tous ces événements qui ont bousculé le monde, mais qui nous confortent dans l'idée que mieux nous sommes préparés, mieux nous pouvons résister et tenir debout quand les moments difficiles se présentent. Et ce n'est pas le ministre de l'Emploi et de la Promotion sociale, témoin de l'ouverture de la cérémonie, qui nous dira le contraire. L'épargne est une partie du revenu. Quand vous recevez votre salaire, le souci que vous avez à payer votre loyer, le souci que vous avez à payer votre électricité, votre
facture d'eau, vous devez avoir le même souci d'épargner. Parce que la contrepartie de l'épargne, c'est la sécurité. La sécurité sur le long terme. C'est pour ça qu'on parle d'épargne rémunérée à consommation différée. La consommation est différée à un moment de la vie où vous n'êtes peut-être plus en possession de toutes vos capacités. Un salon qui durera 2 jours avec 8 masterclass, 5 panels et une exposition. Parlant d'exposition, après la cérémonie d'ouverture faite par le ministre de l'économie et des finances, certains exposants ont chacun donné une raison valable pour épargner. En fait, l'épargne, c'est une importance particulière parce qu'avec la situation et le contexte économique à l'international, on se rend compte qu'on a besoin de notre propre épargne locale pour financer notre développement. Il faut dire que l'importance de l'épargne ne repose pas forcément sur la période de crise ou une période normale. En toute situation, il est important d'épargner parce que l'épargne en fait est cet élément-là qui nous permet en fait d'anticiper sur demain, donc de prévoir les imprévus. Le Salon de l'épargne et du patrimoine est à sa 5e édition. Il est organisé par Agence et Ecobank. La Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire contribue à l'amélioration du climat des affaires. À cet effet, elle a initié un déjeuner d'affaires dans la commune du Plateau dans l'optique de présenter des opportunités d'affaires aux investisseurs. Au cours de cette rencontre, il était question pour le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés de présenter son portefeuille. Ange Assémien et Valentin Kra. Avec 74% des investissements du PND, les PPP, partenariats public-privé, présentent un large portefeuille de projets pour les investisseurs. C'est tout l'intérêt de cette rencontre d'échange qui a eu pour vocation de présenter des opportunités d'affaires au secteur privé ivoirien. Initiée par la Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire, c'est une excellente occasion pour accomplir la mission du CNP-PPP, à savoir faire la promotion du partenariat public-privé auprès du secteur privé. L'ambition, c'est de faire connaître d'abord le dispositif qui existe en Côte d'Ivoire, qui est très favorable à l'investissement du secteur privé. Donc justement, dans le cadre d'un type de partenariat, c'est le partenariat public et privé, qui est piloté aujourd'hui par un comité national directement à la primature et qui favorise donc l'accès à un certain nombre de projets structurants pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le secteur privé est effectivement présent chaque année pour soutenir la croissance. Les PME ont toute leur place dans les PPP. Le PPP n'est pas réservé aux grandes entreprises, le PPP n'est pas réservé aux entreprises étrangères, le PPP n'est pas réservé à des entreprises qui sont présentes dans le secteur des infrastructures. Le PPP, il est ouvert à tout le monde. Les partenariats publics-privés sont un puissant levier de développement économique de la Côte d'Ivoire parce qu'occupant une grande part des 59 000 milliards affiliés au PND. Une page sur la propriété intellectuelle. L'Office ivoirien de propriété intellectuelle a initié une conférence de presse pour annoncer les journées de la marque ivoirienne innovante du 19 au 22 décembre prochain. Il s'agit d'une activité qui aura pour thème la marque, un levier de développement pour les entreprises. Une initiative qui vise à développer la culture de la marque en Côte d'Ivoire et emmener les entreprises, inventeurs, propriétaires d'œuvres et les acteurs de la création à une exploitation judicieuse de systèmes de propriété intellectuelle. Michel Brou. Les journées de la marque ivoirienne innovante, un événement à l'origine de la conférence de presse animée par le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Cet événement qui prendra ses marques du 19 au 22 décembre 2022 à la capitale économique a été annoncé lors de cette conférence de presse. Les journées de la marque ivoirienne innovante sont une occasion pour nous d'abord de vulgariser le concept de propriété intellectuelle, d'inviter les entrepreneurs, les opérateurs économiques à comprendre la nécessité de protéger tout ce qui est création, donc y compris les marques, mais aussi à les amener à comprendre toute la stratégie de développement de ces actifs qui sont assez importants, assez stratégiques pour leur développement. Alors à travers
les journées de la marque ivoirienne innovante. Comme l'organisatrice l'a indiqué, nous attendons une centaine d'exposants, 5000 visiteurs, donc au niveau du palais de la culture de Treichville. Les chefs d'entreprise, grandes ou petites entreprises, sont également attendus à travers donc, des échanges, participer à ces échanges-là au panel de haut niveau, au masterclass pour apprendre comment protéger, mais surtout comment développer une marque pour la rendre plus forte, plus compétitive, pour pouvoir se positionner sur les marchés, aussi bien au niveau sous-régional que international. L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle à la première édition des Journées de la marque ivoirienne innovante attend au moins 5000 participants et 100 exposants. Bientôt la fin du calvaire des usagers du carrefour Akwaba, c'est dans la commune de Port-Boué et pour cause, le gouvernement ivoirien a décidé de réaménager le célèbre carrefour à 4 branches existantes, dont une principale en 2x3 voies en dalles nervurées reliant le boulevard Giscard d'Estaing à la route de Grand Bassam. D'un coût global de 27 milliards 500 millions de francs CFA, les coups de pelle ont été donnés ce mercredi 9 novembre par le Premier ministre Patrick Achi et c'était en présence de Issa Badini et Marius Sissiri. 18 mois, soit un an et demi à compter de ces coups de pelle donnés par le Premier ministre Patrick Achi pour changer le visage du carrefour Akwaba, mais surtout pour rendre la vie facile à plus de 170 000 véhicules qui arpentent quotidiennement le célèbre carrefour de la fraternité. La première phase qui sera réalisée maintenant comprend la construction d'un ouvrage principal, donc qui va franchir le carrefour sur une longueur d'environ 395 mètres en 2x2 voies. Ça veut dire que si vous quittez Koumassi pour aller vers Port-Boué et pour aller vers Grand Bassam, vous allez passer en haut sur un ouvrage pour aller directement en 2x3 voies. Et en bas, il va y avoir un giratoire à 3 voies qui va permettre donc d'aller à Port-Boué, d'aller à l'aéroport et d'aller dans les autres endroits. Un ouvrage qui va coûter la bagatelle somme de 27 milliards et 500 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire qui a bénéficié d'un prêt de la Banque mondiale. Mais pour Patrick Achi, l'infrastructure vaut son pesant d'or car elle participe avec les autres chantiers en cours dans la capitale économique à donner aux Abidjanais une ville de leurs rêves. Outre notre carrefour, la construction du 4e pont qui va relier Yopougon au plateau, celle du 5e pont de Cocody à l'aménagement du carrefour L'Indénié, des échangeurs de Solibra, de la Makassi ou de la mairie d'Abobo. L'autoroute de contournement Y4 qui permettra d'offrir une ceinture périphérique pour se déplacer tout autour de la ville d'Abidjan sans passer par le centre, tout en améliorant la compétitivité du port. Le dédoublement des sorties Est et Ouest Abidjan qui ont déjà commencé et enfin du prolongement du boulevard Latry. C'est véritablement un autre Abidjan qui va naître, plus fluide, mieux connecté, plus efficace pour les travailleurs, plus simple pour les habitants, plus performant pour les entreprises et les administrations. Une ville moderne, une ville modèle, une ville nouvelle. Première phase dite prioritaire, faut-il le souligner, car la deuxième, selon le ministre de l'Équipement, vise une connexion future sur le boulevard de Marseille. À l'exécution est commise à la tasse l'entreprise chinoise Chèque. Dans le secteur transport, face à l'arrivée prochaine du BTR et les réformes annoncées au niveau de la SOTRA, il faut urgemment repenser le secteur du transport artisanal afin d'assurer une bonne fluidité routière. Pour y parvenir, l'AMUGA, entendez, Autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan, a initié les journées de la mobilité urbaine. 3 jours de rencontres avec tous les acteurs du transport, les mairies, afin de trouver des solutions idoines. Modésir Nascimento et Richard Akeke nous en parlent. Abidjan, les 9, 10, 11 novembre 2022, tous les acteurs concernés par le transport, les partenaires, l'État de Côte d'Ivoire et l'AMUGA, Autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan, se retrouvent. 3 jours pour échanger à l'occasion des JMUR, entendez les journées de la mobilité urbaine. Des journées dont l'objectif est de créer un cadre de réflexion sur la professionnalisation du transport urbain et dans la vision commune des solutions pour la professionnalisation du transport artisanal.
Un objectif de transport multimodal que l'AMUGA veut réussir à tout prix. En 2021, cette population effectue en moyenne 15 millions de déplacements par jour. La moitié de ces déplacements, soit 50%, s'effectuait à pied. Les transports publics, taxis collectifs, minibus, bateaux et taxis compteurs assurent 40%. Et les 10 autres % étaient donc aux mains des voitures particulières. Croissance rapide de la population, urbanisation rapide et moyens de transport motorisés et pédestres, toujours insuffisants et parfois inadaptés. 3 préoccupations majeures qui exigent réflexion et action permanente, ainsi que la conception de projets et de programmes répondant aux attentes et aux besoins de la mobilité de nos citoyens. Ces journées de la mobilité urbaine, loin de constituer un aboutissement, signifient pour nous l'un des premiers pas décisifs et déterminants sur un long chemin à parcourir, d'un grand challenge et d'une aventure exaltante, passionnante, où les défis à relever sont nombreux et immenses. Un premier panel a permis au maire de Cocody, Jean Makiassé, et aux acteurs du transport en Côte d'Ivoire de faire l'état des lieux de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Toujours dans la recherche de solutions durables face aux difficultés de la mobilité à Abidjan, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, a initié un projet dénommé PEMUA, projet de mobilité urbaine d'Abidjan. De ce projet découle l'octroi de bourses en master professionnel transport et aménagement urbain. Ainsi, pour cette première édition des journées de mobilité, le PEMUA a marqué sa participation en proposant une formation de haut niveau en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Son coordinateur Ali Koulibaly nous donne plus de précisions. Écoutez. Au niveau du master professionnel transport et aménagement urbain, c'est un master qui a été mis en place dans le cadre des projets cofinancés, les projets de mobilité urbaine d'Abidjan et le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. L'objectif vraiment c'est de renforcer les capacités des cadres de l'administration qui interviennent dans la thématique, sur la thématique de la mobilité urbaine et de l'aménagement urbain. Nous sommes à notre 3e promotion, donc nous venons, je crois, il y a quelques mois de participer aux soutenances de la 2e promotion. Je pense que les résultats sont vraiment probants. Nous voyons sur le terrain le changement qu'on a au niveau de nos structures. Vous prenez par exemple l'AMUGA qui est déjà sur place, la montée en puissance. Je pense que vous trouverez des cadres qui sont sortis de ce programme-là. Zone économique spéciale Escabo. Les différentes parties impliquées dans la création de la zone économique spéciale Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso sont en atelier de concertation depuis ce jeudi 10 novembre 2022 à Abidjan. Cet atelier de 2 jours permettra aux acteurs de réfléchir sur l'opérationnalisation de cette zone économique de plus de 8 millions d'habitants. Une rencontre organisée par le ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale des politiques d'intégration. Le compte-rendu de Konena Nourgo. C'est un atelier de concertation pour traduire en actes la création de la zone économique spéciale entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La zone Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, en abrégé Escabo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Un engagement de coopération transfrontalière signé en janvier 2012. L'approche de coopération transfrontalière vise particulièrement à réduire la pauvreté par la requalification de l'espace, par l'équipement, par l'investissement et de son mode d'action. Aujourd'hui, donc, cette approche est une concertation et une action conjointe. Initiée par le ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale des politiques d'intégration, cet atelier permettra ainsi aux différentes parties prenantes de réfléchir sur la stratégie de mise en œuvre de cette zone économique spéciale de 8 millions d'habitants. L'intégration des peuples est un impératif. C'est elle qui consolidera la paix et la cohésion sur le gage d'un développement réel et harmonieux. Ouvert ce jeudi, cet atelier de concertation sur la création de la zone économique spéciale de l'espace Escabo
prendra fin le vendredi 11 novembre 2022. Intéressons-nous à la gestion des frontières. La commune de Grand Bassam a abrité l'atelier de validation de la politique nationale de la gestion des frontières de la Côte d'Ivoire. Des travaux qui se sont tenus les 9 et 10 novembre, 2 jours durant lesquels plusieurs parties prenantes ont participé à la validation de ce guide de gestion des frontières et de son plan d'action. La Côte d'Ivoire, locomotive ouest-africaine, s'apprête à détenir un guide référentiel de gouvernance de ses frontières. Le document de la politique nationale de gestion intégrée des frontières du pays est au centre d'un atelier qui a pour objectif sa validation finale. Des travaux pilotés par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire qui s'est vue accompagnée par plusieurs acteurs frontaliers soucieux d'apporter des réponses durables aux problématiques que soulève la gouvernance des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays. C'est un travail d'ensemble des acteurs nationaux et internationaux qui nous permet aujourd'hui d'avoir une politique avec 6 programmes et plus d'une trentaine de projets. Et je pense que c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de tous nos pays voisins, puisqu'il y a un axe fondamental qui est la coopération transfrontalière. Tout à l'heure, vous avez entendu tous ceux qui sont intervenus. C'est un sentiment de joie, de fierté pour le travail accompli depuis 1 an. Représenté par l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, la coopération allemande, partenaire clé de ce projet, s'est dit fière d'y avoir contribué. Et je crois que c'est un projet très important pour les pays africains parce que aussi pour la Côte d'Ivoire d'avoir vraiment une politique de frontières. Lancée en mai 2021, la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire a été élaborée pour une période de 10 ans. Le document contient 2 grandes phases et plus d'une vingtaine de projets, parmi lesquels le renforcement de la sécurité des zones frontalières, des projets de construction d'infrastructures routières, de centres de santé et d'écoles et des campagnes de sensibilisation des autorités locales sur la particularité des zones frontalières. C'était un reportage signé Walter Kofi et Tima Traoré. Le nouveau réseau des communes du littoral de Côte d'Ivoire, Recol-CI, a son tout premier président depuis ce 9 novembre. Félix Anoblé, maire de la commune de San Pedro, a été porté à la tête du réseau pour un mandat de 3 ans renouvelable. Il a été élu par ses pairs après une séance marathon de toilettage des textes supervisés par le programme de gestion du littoral ouest africain WACA à Assini, dans la région du sud de Comoé, compte rendu d'un scrutin plein de suspense avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. C'est sur le fil que le maire Félix Anoblé de la commune de San Pedro remporte cette élection à la tête du réseau des communes du littoral de Côte d'Ivoire, Recol-CI. Face à un adversaire aussi coriace qui aura entretenu le suspense jusqu'à la dernière minute, le maire de Sassandra Sangaré Fofana, tout le monde a retenu son souffle à l'issue de la proclamation des résultats. Sur 22 votants, 12 ont accordé leur suffrage au maire de San Pedro. Il se positionne en rassembleur pour poursuivre les acquis et actions posées par le programme de gestion du littoral ouest africain WACA, celui de lutter contre l'érosion côtière du littoral ivoirien. Un chantier que le nouveau président compte réussir avec l'appui de ses pairs. Nous allons faire en sorte que l'ensemble des entreprises côtières et de ceux qui bénéficient donc des côtes puissent participer au développement donc des côtes, mais surtout que les populations prennent conscience du rôle qui est le leur dans le développement donc de la côtière et dans la protection de l'environnement côtier. Que cette association naisse à Assini Mafia, pour nous c'est une fierté. Il était important d'avoir un cadre qui réunit les maires des communes littorales. Et donc pour nous, il était important de mettre en place ces réseaux de façon officielle avec leur texte fondateur. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je crois que pour WACA, cette activité vient d'être réalisée et nous nous en réjouissons vraiment. Nous avons pu donc élire le président, les commissaires aux comptes. Maintenant, ils vont pouvoir mettre en place le bureau exécutif
prévu dans les textes et pour nous, c'est un pas de plus dans la mise en œuvre du projet. Avec plus de 566 km de côte, le littoral ivoirien est plus que jamais menacé. Pour pérenniser les acquis d'une gestion intégrée et durable mise en place par le WACA, il est impérieux d'impliquer tous les acteurs dans le RECOLSI. Le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies a été mise en vigueur. Ainsi, chaque 24 octobre, la communauté internationale célèbre l'anniversaire de cette date mémorable. Cette année, en Côte d'Ivoire, les responsables personnels des Nations Unies et organisations de société civile dans l'élan de cette 77e célébration se sont retrouvés à l'auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une fête qui a été consacrée aux travailleurs et travailleuses domestiques, leurs droits et leur traitement au regard de la Charte des Nations Unies. Monésir Nascimento et Marius Siri. Cette année, le système des Nations Unies pour le développement SNUD en Côte d'Ivoire a placé la commémoration du 77e anniversaire de la création des Nations Unies sous le signe de la protection des droits des travailleurs domestiques, une des catégories de travailleurs vulnérables. La célébration de cette journée a été l'occasion pour les responsables du SNUD, de la CNPS et des organisations de la société civile de se pencher sur la formalisation des droits des travailleuses et travailleurs domestiques. Une façon pour le SNUD en Côte d'Ivoire de donner le bon exemple et ce en réaffirmant les valeurs inscrites au cœur de la Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment des valeurs d'équité, de justice sociale et de solidarité. Aujourd'hui, le thème spécifiquement, c'était de parler à nouveau de nos valeurs, les valeurs qui sont dans la Charte des Nations Unies, des valeurs de solidarité, des valeurs d'équité, des valeurs de ne laisser personne pour compte. Et nous avions pensé que se réunir autour de cette thématique de la formalisation des travailleurs et travailleuses domestiques serait un bon moyen de nous remobiliser autour de ces valeurs, de montrer l'exemple aussi. Pour célébrer cette journée des Nations Unies ici en Côte d'Ivoire, on voulait vraiment mettre à l'honneur un groupe de travailleurs qui joue un rôle fondamental au sein des familles. Ce sont les travailleurs domestiques, mais qui sont particulièrement vulnérables aux mauvaises conditions de travail, à une situation de travail qui n'est pas décent, avec des heures de travail très importantes, pas de protection sociale, des cas de harcèlement moral, sexuel, etc. Il faut dire que notre apport dans cette célébration est très capital, parce que c'est depuis 2013 que nous avons commencé ce que vous voyez aujourd'hui. Et nous avons décidé d'aller un peu plus haut. Il faut souligner qu'au cours de cette célébration, des travailleuses domestiques ont rendu des témoignages sur leurs conditions de vie et de travail. Rendons-nous à Boundiali où s'est tenue la 4e session du conseil municipal. À cette occasion, Mariatou Kone, député maire de la commune, a annoncé aux populations plusieurs grands projets de développement. Daouda Ouattara et Kone Nanourgo. Personne à Boundiali ne voulait se faire compter les résolutions de cette 4e et dernière session du conseil municipal au titre de l'année 2022. Plusieurs points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'examen et l'adoption du budget primitif 2023, de l'adoption du projet de modification des armoiries de la commune, du cadre organique des emplois au titre de l'année 2023. Le budget de l'exercice 2023 de la commune de Boundiali s'équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 463 millions de francs CFA comparativement au budget de l'exercice 2022 qui était estimé à 350 millions. Pour relever les défis immenses liés à divers domaines comme la santé, je ne vais pas rappeler ce qu'on a fait, la santé, vous voyez ce qui est en construction, l'éducation, l'eau, l'assainissement, les infrastructures, la voirie et j'en passe. Au titre des dépenses, 5 nouvelles opérations sont prévues. Il s'agit de l'acquisition d'un véhicule de service, de la réhabilitation des bureaux des services techniques, de l'implantation de 2 poteaux incendie au marché de Boundiali. Au terme de cette session, Mariatou Kone a remis aux écoles confessionnelles islamiques 800 kits scolaires, 100 tables et 50 bouloirs. Elle a fait également don de plusieurs casques de protection aux populations du quartier. Comme tous les conseils tournants,
Le dernier conseil a été délocalisé à Loworo, l'un des quartiers de la commune. Dans le cadre d'une action sociale, la Fondation Lonasi a financé dans le village de Gongwelem, département de Biankouma, la construction d'un centre de santé intégré. L'inauguration de ce centre de santé intégré a eu lieu lors d'une caravane de la Fondation Lonasi. C'était en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la localité. Reportage. C'est un centre de santé bien équipé que la Fondation Lonasi a mis à la disposition des populations de la région du Tongui, département de Biankouma. D'un coût estimé à 15 millions de francs CFA, le centre de santé intégré est le don de la Fondation Lonasi dans le village de Gogouenlem. Dans chacune des localités, le don a été remis par la directrice exécutive. Comme vous l'avez dit, vous avez écrit, ça fait 5 ans. Et depuis 5 ans, vous êtes dans l'attente. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, ma délégation et moi-même, d'être parmi vous ce matin pour l'inauguration officielle de ce centre de santé offert aux populations de Bogouin et de Néma par la Fondation Lonasi. Le fort, vous et moi, pour que le jour où le personnel médical sera là, que ce centre de santé soit fréquenté comme cela se doit. Notons que la Fondation Lonasi a entamé cette caravane annuelle de solidarité pour soulager les populations en construisant des édifices sociaux et économiques pour leur développement. Terminons ce journal à Sanguiné, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Du 25 au 27 novembre 2022, la ville va connaître une animation particulière. L'ONG Écotourisme organise dans cette localité la 5e édition du Festival de la femme paysanne et du tourisme à Sanguiné, dénommé Agrotourisme. Cet événement, qui se veut un rendez-vous d'affaires, sera meublé de prestations artistiques, de formation des femmes paysannes et de planting d'arbres. Théodore Kanga. Le président de l'ONG Écotourisme, Franck Frédéric, a procédé le samedi 22 octobre au lancement officiel de la 5e édition du festival Agrotourisme dans le Tongui, en présence des autorités administratives et traditionnelles de Sanguiné. Selon le commissaire général, ce festival va se dérouler du 25 au 27 novembre 2022 à Sanguiné. Il a pour objectif de promouvoir toute la chaîne de valeur agro-pastorale et touristique du district des montagnes. Elles permettront de donner une vision commune des perspectives et des priorités d'action pour développer une agriculture de qualité à travers des activités respectueuses de l'environnement. Ce festival vise à valoriser les acteurs du monde agricole de cette région, afin de les amener à sauvegarder et à accroître leur productivité, et surtout susciter chez les jeunes l'engouement du métier agricole. Dans la région du Tongui, déjà, plusieurs groupements féminins se mobilisent pour la réussite de cet événement. Eh bien, nous avons pris plaisir à vous présenter ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.